RTL Petit Matin de l'été, 5h, 6h30 avec Peggy Broche. Bonjour tout le monde, bon réveil, 5h03, comment ça va ce matin? Nous sommes jeudi 18 août, merci d'avoir choisi RTL, nous sommes ensemble donc jusqu'à 6h30 avec toute l'équipe des Petits Matins en pleine forme. Charlotte Méritant, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Ça va ce matin? Ouais, ça va en pleine forme. Bon, de quoi allons-nous parler? Le conseil conso du jour. Le conseil aujourd'hui, ça sera comment faire pour choisir un artisan sérieux si vous voulez faire des travaux. Elle a toujours de bons conseils à nous donner. Moi, je vous conseille de prendre aussi de quoi noter parce qu'il y a toujours plein d'infos, c'est avant 6h30. David Buron, bonjour. Bonjour Peggy, bonjour à tous. Le cinéphile de l'équipe en pleine forme aussi. Ouais, en pleine forme aussi, pareil. Le flop ciné du jour, rassurez-moi, Harrison Ford, vous l'avez oublié aujourd'hui? Ouais, non, là je le laisse tranquille aujourd'hui pour Harrison. Non, aujourd'hui je vais vous parler d'un film beaucoup plus ancien que ceux dont je vous ai parlé hier et avant-hier. Et mes indices aujourd'hui, c'est Égypte, Liz Taylor et Richard Burton. Ah, Charlotte est en train de réfléchir. Pour l'instant, je ne l'ai pas et je suis pas sûre de l'avoir. Bon, on va voir ça, de toute façon, ça arrive avant 6h. Je sais pas si vous avez déjà fait une cueillette. Non, jamais. Non? De Non, vrais non plus, Parisiens, de vrais urbains en fait. Hein. Ouais. Eh ben, je vais vous emmener. C'est quoi une cueillette d'ailleurs? On va à la cueillette, on va aller chercher nos légumes nous-mêmes. Vous voyez, les haricots verts, on va aller les chercher, les cueillir, on va se baisser, on va les prendre à la... Ah, parce que les haricots verts, ça tombe pas directement dans un bocal. Ah, vous êtes génial. Voilà, c'est ce que... Je sais pas, on va pas vous laisser les enfants. Hein. Non, c'est sûr. C'est comme le poisson, il est carré et pané avec vous. Ah oui, bah oui. Bon, nouveau flop ciné également avec David Buron. Nouvel indice, David. Alors tout à l'heure je vous ai dit Égypte, Liz Taylor et Richard Burton. Et là juste un mot, je dis nez. Nez. Nez comme le nez au milieu de la figure. D'accord. Voilà. Nez. Non, Charlotte, toujours pas? Sphinx. On n'est pas loin? Vous brûlez, vous brûlez. D'accord. Très tu 70 ans, il nous a quitté beaucoup trop tôt. Ça y est, Charlotte a trouvé le film. C'est ça? Très bien. Eh bien, Jacques du Jura, qui est un fidèle de l'émission, qui nous écrit tous les matins, on l'embrasse. Il nous écrit tous les matins et là, il précise qu'il est fan de Charlotte. Il dit merci à Charlotte pour ses bons conseils conso. Grâce à elle, j'ai évité une grosse arnaque. Bah oui, on sait, on l'a eu. Il a joué avec nous il y a quelques jours. La semaine dernière. Oh mince, mais je suis complètement à l'ouest. Non, mais c'est pas grave, David, Pardon, vous savez. excusez-moi. Non, mais Alzheimer, ça commence tôt parfois, vous savez. Moi, ça Pardon, fait toujours excusez-moi. plaisir. Mais oui, Bah, voilà. bien sûr. Voilà, ça fait toujours plaisir de le répéter, vous avez raison. Bon, bah alors. Vous êtes bonne, Charlotte. Ouais. RTL Petit Matin les plus beaux flops du cinéma. avec David Buron. Et tout au long de l'été, vous nous parlez, David, de ces films maudits ou ratés, qui n'ont pas eu de chance, en tout cas qui n'ont pas eu le succès escompté, mais qui sont quand même restés dans les mémoires. Et ce matin, Charlotte vient tout juste de deviner, je vous parle de Cléopâtre. Alors, je n'ai jamais vu ce film, mais bon, j'imagine que, étant donné le sujet, on parle encore ce matin d'une grosse production, David. Ah, une très grosse production, même Peggy. Cléopâtre de Joseph Mankiewicz, sorti en juin 1963. C'est le film de tous les superlatifs et, pardonnez-moi l'expression, de toutes les emmerdes. 2 ans et demi de tournage, un casting qui change en cours de route, des décors gigantesques construits 2 fois, une star qui frôle la mort, une idylle qui choque le pape, un réal qui se pique pour tenir le coup. Ah, moi, je sais même pas par où commencer. Hein. Bon, commencez par le début. Oui, je vais Ce sera faire déjà ça. pas mal. Eh bien, dès le début, Cléopâtre, ça part mal. Pour tourner ce film épique mettant en scène la fameuse reine d'Égypte et ses 2 amants successifs, Jules César et Marc-Antoine, la Fox a la drôle d'idée de louer les studios de Pinewood, en Angleterre. Alors, la banlieue de Londres, pour figurer la Rome et l'Égypte antique, faut se projeter, comme on dit aujourd'hui. Hein. D'autant plus que le tournage commence en septembre 1960, aux prémices d'un automne particulièrement froid. Résultat, les décors ne tiennent pas le coup, il faut les repeindre sans cesse. Les palmiers importés à grands frais meurent les uns après les autres. Les comédiens et les figurants claquent des dents, on voit de la buée sortir de leur bouche quand ils parlent, c'est grotesque. Mais surtout, Liz Taylor, l'interprète de Cléopâtre, la star du film qui a obtenu un cachet record d'1 million de dollars, tombe malade dès les premiers jours de tournage. Aïe. Elle contracte une méningite sévère qui l'éloigne du plateau pendant 6 mois. 6 mois? Mais comment on fait Cléopâtre sans Cléopâtre? Bah on fait pas, Peggy. Liz Taylor est de tous les plans du film ou presque, donc le tournage s'arrête. Une pause forcée qui coûte 100 000 dollars par jour au studio. Ça commence à sentir mauvaise cette affaire. Alors pendant cet arrêt, le premier réalisateur lui jette l'éponge carrément, et c'est comme ça que le grand Joseph Mankiewicz entre dans l'histoire. Alors comme les producteurs ont besoin de lui, ils sont dans une mouise pas possible, Mankiewicz peut demander absolument ce qu'il veut. Il obtient donc un gros salaire lui aussi,
et il demande à la Fox de racheter sa propre société de production, alors en difficulté, pour $1,5 million. Ah oui, ça commence à faire une sacrée note là, quand même. Oui, et attendez Peggy, ce n'est que le début. Quand le tournage reprend en avril 61, décision a été prise tout compte fait de filmer à Rome, dans les fameux studios de Cinecittà. Donc il a fallu détruire les 8 hectares de décors à Londres pour les reconstruire en Italie. Alors, à ce moment-là, tenez-vous bien, près de $5 millions ont déjà été engloutis en décors, costumes, acteurs et figurants payés à attendre pour seulement 10 minutes de film utilisable. Et alors que les prises de vue sont sur le point de reprendre au printemps 61, Liz Taylor retombe malade. Alors la pauvre, elle est victime d'une pneumonie, les médecins sont obligés de la plonger dans le coma. Le tournage de Cléopâtre ne reprend finalement qu'en septembre 1961. Mais c'est un enfer. Hein. C'est ça, oui, un enfer. Enfin, un enfer pour les producteurs et pour le réalisateur, parce que pour les comédiens, en revanche... En fait, vous voulez dire que certains sont devenus très très proches, très amis ? Très très proches, ouais, comme vous dites. Ouais, ouais. En même temps, vous savez ce que c'est, Peggy, on passe beaucoup de temps à attendre sur un plateau, hein. On est loin de chez soi, il fait chaud, on se sent seul, on s'invite pour un dernier verre dans la loge, il fait très chaud, on se sent très seul. Oui, bon, ça va, on a compris oui, l'idée. Voilà. Donc, Liz Taylor, qui va beaucoup mieux, et Richard Burton, qui joue Marc-Antoine entre deux cuites au whisky, tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Ce qui pourrait profiter à la promo du film, après tout. Hein. Le problème, c'est que ces deux-là sont déjà mariés et que leur liaison choque une bonne partie de l'opinion, y compris le pape qui condamne publiquement la femme adultère. Et alors, lui, Burton, on ne lui dit rien. Ah bah non, vous savez, autre temps, autre mœurs. Hein. Oh non, ouais, bon, mais ils arrivent quand même à le terminer, en fait, ce film. Oui, le dernier coup de manivelle est donné au début de l'année 63, mais après, là encore, moult péripéties, le réalisateur livre un diptyque de 2 fois 3 heures. Le nouveau patron de la Fox exige, lui, un seul film de 3 heures. Il faut donc repartir en salle de montage, retourner des scènes pour rendre la chose intelligible. Mankiewicz, le metteur en scène, sort de cette expérience tellement lessivée qu'il interdira pendant des années aux membres de sa famille de prononcer le nom de Cléopâtre. Bon, et donc à l'arrivée, c'est un flop ? Ah bah obligé, Peggy. Le film a coûté tellement cher au final, $44 millions, l'équivalent aujourd'hui de plus de 350 millions, que le film ne peut pas être rentable. Cléopâtre marche bien en termes d'entrée lors de sa sortie, mais il faudra des années à la Fox pour le rentabiliser. Le studio n'y arrivera qu'à la fin des années 70 grâce à l'exploitation en cassette vidéo. Bon, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de Cléopâtre ? Ah bah c'est une pièce de musée, ce film. Hein. C'est le vestige d'une époque où il n'y avait pas d'effets spéciaux, du moins pas d'effets digitaux, et où tout était fait en live. La scène où Cléopâtre notamment entre dans Rome sur son char immense acclamé par 6000 figurants est incroyable. Et puis comme je vous le disais, Cléopâtre marque le début de la liaison tumultueuse entre Liz Taylor et Richard Burton. Après ce film, ils vont se marier, ils vont divorcer, puis ils vont se remarier, puis ils vont redivorcer. Donc franchement, c'est assez émouvant de les voir tomber amoureux l'un de l'autre devant la caméra de Mankiewicz. Ah bon, bah les feux de l'amour en direct avec Exactement. Liz Taylor. Non mais franchement, c'est incroyable. Ah oui, ce film, on pourrait faire un film justement sur son tournage. Ah ouais, un documentaire une sur... série, tiens. Bon, bah, un jour, vous serez peut-être réalisateur. Ah bah j'aimerais beaucoup, ouais. Un Merci, David réalisateur et Peggy dans une comédie musicale. Ah oui, on fait ça. On a de beaux projets. Le rendez-vous est pris. Bon, avec Coco et Leroy. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. C'est toute mon enfance, ça, cette comédie musicale. Et ce film aussi, qui était aussi une série, en fait, au départ, avec Irène Cara. J'ai adoré ça. Vous êtes féimologue Ouais. Mais vous savez quoi, mais oui, mais j'étais petite et je regardais ça à la télé. Je disais, oh, j'aimerais trop être Coco comme elle. Elle dansait super bien. Et puis alors Leroy à côté, voilà, pareil, c'était un dieu de la danse. Bon bref. Va falloir régler cette frustration et jouer dans une comédie musicale, Peggy. Ouais, mais le résultat sera pas du tout le même. Hein. Côté produit, on parlera de légumes verts. Vous en mangez, Charlotte, Ouais, David? Oui, bien sûr. Tous les jours. Ça s'en faut, David. Qu'est-ce que vous aimez? Non, ou qu'est-ce que vous n'aimez pas? Non, franchement, c'est vrai que je vis avec quelqu'un qui m'oblige un peu quand même à en manger. Oui, de donc temps c'est ça, en c'est temps. pas votre truc. Non, c'est pas, à la base, c'est vrai que c'est pas trop mon truc, mais sinon, après, je suis pas trop difficile. Eh ben, je vous savez mange quoi? ce qu'on met dans mon En assiette. allant les chercher, en allant y cueillir. Vous... Oh, et vous cuisinez pas? Ah non, par contre, c'est vrai que. Il mange ce qu'on lui met dans l'assiette. Ouais, non, c'est vrai, par contre, j'avoue, je Bah, cuisine pas. Non, j'ai Non, mais pas cédé à cette mode de. Non, mais ça suffit là, ça suffit, vous en avez trop dit. Je mange ce qu'on me met dans l'assiette. Non, mais on va s'arrêter là. Bon, ah là là. RTL Petit Matin Le Conso Conseil avec Charlotte Méritant.
Charlotte, aujourd'hui, vous nous donnez des conseils pour choisir un artisan sans se faire avoir. Je vous lis quelques titres de la presse locale ces dernières semaines. Le Dauphiné libéré, villa non livrée, une famille passera l'hiver dans une caravane. L'Est républicain, travaux mal réalisés, l'auto-entrepreneur n'avait pas d'assurance. Oh là là. Ouest France, victime d'un entrepreneur condamné pour escroquerie, il vit dans une maison en ruine depuis 4 ans. Oh là là là. J'en ai marre, Peggy, de lire des témoignages de personnes ruinées, parfois de vies détruites à cause d'artisans véreux. Quels que soient les travaux que vous comptez faire chez vous, gardez en tête que le choix de l'artisan, c'est vraiment l'étape la plus importante de votre projet. Alors non, on ne choisit pas un artisan bille en tête juste parce qu'il a laissé un flyer dans notre boîte aux lettres. Quand on choisit un artisan, on se met dans la peau d'un enquêteur et on fait un maximum de vérifications. Et comment on fait pour le trouver déjà, artisan ? Il n'y a pas 1000 solutions, évidemment, soit c'est le bouche à oreille, soit c'est Internet. Il y a plein de plateformes aussi de mise en relation entre artisans et clients. Alors si vous choisissez cette formule, vérifiez bien avant le fonctionnement de la plateforme. Est-ce que c'est juste un annuaire d'artisans ? Est-ce que la plateforme sélectionne et fait des vérifications ? Comment est-ce que la plateforme se rémunère ? Est-ce que c'est un forfait, un pourcentage sur les devis signés ? Est-ce que la plateforme s'engage à prendre ses responsabilités en cas de litige avec l'artisan ? Tout ça, c'est important de le savoir. Donc vous considérez que même avec les plateformes, on ne peut pas faire confiance à 100%? Ah non. Où que vous trouviez l'artisan, il faut pousser vos recherches. D'abord, tout bêtement, en tapant son nom dans Google. Vous trouverez peut-être des avis d'autres clients. Alors même si les avis sont à prendre avec des pincettes, ça peut vous donner une première idée. Regardez aussi à quoi correspond son adresse, ou carrément mieux, aller sur place. S'il a un local ou au minimum une pancarte avec sa profession et un numéro de téléphone, c'est rassurant. Ok, check. Bon, ensuite on poursuit avec quoi? Vous allez peut-être trouver un site internet fait par l'artisan. S'il poste des photos de ses réalisations, c'est qu'il en est fier. Vérifiez quand même que ce sont ses propres photos avec la petite recherche d'images inversées dont je vous ai déjà parlé. Ouais. S'il est sérieux, il aura aussi sur son site une rubrique mention légale avec son numéro de sirène, son adresse, etc. Et à quoi sert le numéro de sirène? C'est le numéro d'identification de l'entreprise. Pardon. Excusez-moi, j'ai un problème dans mon casque, mais tout va bien. Je croyais que mon micro était éteint. Tout va bien, on vous entend bien. Le numéro de sirène, c'est le numéro d'identification de l'entreprise. Donc c'est avec ce numéro que vous aurez toutes les informations juridiques de l'entreprise, son cabis. En fait, c'est sa carte d'identité en quelque sorte. D'accord. Je vous donne 3 sites pour trouver un cabis. Société.com, Infogreffe, Verif.fr. Là, vous allez savoir si vous avez affaire à une petite ou une grosse entreprise. Si c'est un auto-entrepreneur, ça veut dire que c'est une toute petite structure. Vous saurez s'il travaille seul ou avec des salariés, si son capital social, c'est-à-dire l'argent qu'il a injecté dans l'entreprise à sa création, est important ou pas. Ce sont ces informations qui vont vous rassurer, ou pas d'ailleurs, sur la solidité de l'entreprise. Bon, et si on est rassuré, on passe à l'étape suivante, la demande d'un devis? Oui, alors en contrôlant que le devis est bien détaillé, avec le montant des matériaux, les fournisseurs, le montant de la compte réclamée, jamais plus de 30% du devis. D'accord. Dernière vérification, l'assurance. Vous devez avoir l'attestation d'assurance avec le devis. Si l'artisan refuse de vous la donner, alerte rouge. Vous passez votre chemin parce que la garantie décennale, elle est obligatoire pour la plupart des gros postes de travaux, donc toiture, maçonnerie, électricité, etc. Ouais. Et elle vous protège contre les malfaçons pendant 10 ans. Merci Charlotte. Bon, là, on ne pourra plus se faire avoir. Pas si vite, Peggy. Ah bon? Une dernière chose. Encore? Vous allez dire que je vais loin, mais j'insiste quand même sur l'importance de cette assurance parce que j'ai vu trop de cas de fausses attestations. Donc quand vous la recevez, un petit coup de fil à l'assurance pour vérifier que l'artisan est toujours bien assuré. Ça mange pas de pain, vous n'allez pas le regretter. D'accord. Voilà, si vous avez été un bon élève, vous aurez passé, je pense, une bonne heure, voire plus dans cette enquête, et vous aurez peut-être même l'impression de connaître votre artisan avant de l'avoir rencontré. Vous connaîtrez peut-être même le prénom de sa femme et de ses enfants. Mais au moins, vous aurez pris toutes les précautions nécessaires et on n'est jamais trop prudent en matière de travaux. Heureusement que vous êtes là pour nous donner toutes ces recommandations. Merci Charlotte. Mais c'est peut-être l'artisan qui va avoir peur là et qui voudra plus bosser avec vous. Ah bah non, attendez, arrêtez, il faut bien, on en se fait trop avoir. Donc à un moment donné, il faut qu'il soit transparent. Oui, il n'est pas obligé de savoir, vous avez fait toutes ces recherches, Voilà, vous l'avez tout stalké, simplement. comme disent les jeunes. Merci Charlotte.